quand même le rappel pour voir l'évolution telle que je la vois de Claude Juin. Claude Juin, donc longtemps, vous exercez le métier de directeur des ressources humaines dans une entreprise de Calais, puis dans le groupe Rougier, et à Paris, au sein de l'Agence nationale pour l'emploi, jusqu'en 1984. De 1984 à 1993, vous occupez la fonction de directeur régional de la formation professionnelle. Vous devenez professeur d'université jusqu'à votre retraite en 1995. De 1983 à 1995, vous êtes maire de Bessines, où vous résidez encore aujourd'hui, ce n'est pas un secret puisque c'est... Bon. Et de 1988 à 1994, vous êtes conseiller général du canton de Frontenay-Rohan. Vous publiez Daniel Meyer 1906-1996, L'homme qui aurait pu tout changer, en 1998. Je signale qu'il y a quelques exemplaires qui se trouvent là, quelques rares exemplaires, mais que l'on peut se procurer. Et éventuellement, vous auriez la chance d'avoir la signature de son auteur. Ensuite, autre publication une de vos autres publications qui, semble-t-il, a été fait un peu sous le manteau, ça s'appelle Le Gâchis, qui a été publié sous le pseudonyme de Jacques Tissier, où vous racontez votre guerre en Algérie, appelée du contingent en 1957-58. Et en mars 2011, sur cette lancée du Gâchis, vous soutenez à l'école des hautes études en sciences sociales une thèse de doctorat sur la mémoire enfouie des soldats du contingent. Vous en tirez un livre publié au début de cette année 2012, Des soldats tortionnaires, guerre d'Algérie, des jeunes gens ordinaires confrontés à l'intolérable. La presse locale titre le 26 février « Un livre pour provoquer le débat ». La presse nationale, le 12 mars, « La torture du silence ». Et vous vous expliquez sur votre livre à la bibliothèque Médicis sur la chaîne télévision Public Sénat. Vous présidez l'association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés, Hardy, donc, que certains connaissent mieux que moi. Vous observez que depuis 1975, la France se transforme très vite. Les bouleversements s'expriment comme autant de régression sociale et d'injustice, alors que le socle républicain durement bâti semblait à l'abri de la fragilité du temps. Je ne fais que reprendre les mots que vous avez bien voulu nous confier avant votre analyse. L'espace scintillaire a choisi comme thème annuel les fragilités. Votre expérience, doublée de vos connaissances sur l'espace, sur les temps sociaux, sur la mobilité et le politique, apparaissent utiles à l'action des uns et des autres, ici, dans cette salle. Vous proposez une approche du lien social, soit l'ensemble des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux. Le lien social représente la force qui lie, par exemple, les membres d'une famille entre eux ou les membres d'une communauté. C'est un bon moment parce que j'arrive à la conclusion. Il y a la question surtout que l'espace scintillaire aimerait vous poser. Comment favoriser l'implication citoyenne et la coopération entre acteurs pour la réalisation d'objectifs communs? Pour se penser ensemble, ne faut-il pas commencer par avouer un manque et se reconnaître non autosuffisant? Je vous laisse donc la parole et je vous remercie encore une fois d'être venu à côté de moi à cette table. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai un certain nombre de visages connus, ce qui me stresse un peu davantage d'ailleurs. Mais enfin, on va essayer de retrouver son calme intérieur. Merci pour cette présentation. Oui, c'est très gentil à vous. Très gentil à vous. On essaye de rester simple homme et on fait ce qu'on peut. Hein.
Oui, mais... Et en tous les cas, je suis heureux, moi, d'être invité par l'espace Saint-Hilaire. Effectivement, j'y suis allé quelques fois dans les conférences que vous donnez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous félicite pour le travail culturel, le travail d'échange que vous faites ici sur Niort. Voilà. Alors, j'ai été contacté par vous, je vous en remercie avant les vacances, pour me demander si je voulais plancher sur... plancher, enfin c'est moi qui le dis, ça c'est pas dit comme ça, sur les insuffisances. Non, les fragilités, pardon. Sur les fragilités. Alors j'ai eu le temps de réfléchir durant l'été, hein, mais je me suis dit, j'ai répondu favorablement, positivement, parce que ça me plaît de venir auprès de ce public, de vous. Mais en fait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir compter sur les fragilités à notre époque? Je vais vous dire pourquoi, et je vais tout de suite entamer, bien entendu, ce pourquoi je suis venu. C'est qu'il y a dans la salle, je pense, des gens qui vont s'en reconnaître par rapport à la génération. C'est que, globalement, je ne trouve pas du tout cette période fragile quand on a été confronté en étant gamin à la guerre mondiale, quand on a vécu ce que j'ai vécu pendant cette guerre, et que d'autres ont vécu encore beaucoup plus dramatiquement. Enfin, j'ai eu suffisamment ma dose. Quand on a vécu notre adolescence où il fallait commencer à reconstruire la France, on était mobilisé dans un enthousiasme extraordinaire, d'un monde meilleur, d'un monde plus beau. Puis après, bon, la guerre d'Algérie, je ne veux pas en parler, je ne suis pas là venu ce soir. Donc, est-ce que c'est bon de demander à quelqu'un de mon âge de parler maintenant des fragilités? Alors, comme j'ai un peu une casquette de sociologue depuis quelque temps, quoique ça m'est déjà arrivé de faire de la sociologie, et là, vous ne l'avez pas dit, mais je le dis, j'ai fait une enquête en 1965, enfin, qui a été publiée d'ailleurs, enfin, le travail de mon enquête a été publié sur les copains et bandes de jeunes. J'avais là rencontré dans cette banlieue de la Réunion parisienne, parce que j'étais moi-même issu d'une banlieue parisienne à Malakoff, cette banlieue rouge, formidable, extraordinaire. On avait une vie de liberté. On vivait dans des groupes d'HLM en briques rouges, hein, qui étaient des lieux de vie extraordinaires, plongés au milieu de quartiers où il y avait des commerçants. C'était pas comme maintenant qu'on les met dehors. Donc, autrement dit, ma vie a été croisée avec tellement d'événements et tellement de choses formidables, belles et moins belles, que je me suis dit, je ne vais pas du tout m'en tirer à parler des fragilités. Et puis, réflexion faite, je me suis dit, il y en a quand même. Hein. Il y en a quand même des fragilités. Et donc, je vous ai proposé que je vienne vous parler et de réfléchir avec vous et de débattre tout à l'heure du lien social aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, j'ai donc préparé un travail aidé par quelques lectures, dont je vous ferai très vite, très succinctement quelques lectures. Donc, vous m'écriviez, lorsque vous avez présenté la première présentation de mon intervention, que le lien social représente la force qui lie, par exemple, les membres d'une famille ou les membres d'une communauté. Et vous ajoutiez, la qualité et l'intensité du lien social agissent comme des déterminants de la qualité et de l'intensité de nos rapports sociaux. Il ne me semble pas qu'il existe une mesure scientifique de la qualité et de l'intensité du lien social. On observe des situations et on en tire des impressions. Le lien social se vit dans l'action et il se mesure dans le ressenti, c'est-à-dire dans l'impression qu'on ressent à des moments donnés, dans des lieux donnés, de ce qui fait notre rapport à l'autre, d'où des moments d'enthousiasme ou des moments de découragement.
Le lien social, bien entendu, engage le collectif, qui bien souvent se vit dans le dual, amitié, mariage ou couple de fait. Dans tous les cas, il y a constat d'une alliance. La notion de lien social signifie en sociologie l'ensemble des appartenances, des affiliations, des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux. Je me limiterai à vous parler du lien social dans notre société contemporaine, dans des milieux où il y a questionnement à propos des fragilités, telles que le travail, la famille par son évolution qui agit et pèse sur la société entière, la famille, milieu permanent, expérimental qui fait lien alors que beaucoup se demandent si le lien existe encore de nos jours. J'évoquerai aussi la laïcité, laquelle est considérée comme étant valeur républicaine spécifique à la France. C'est par ce côté constitutionnel qu'on peut percevoir dans l'appellation laïcité le lien social, à la condition de ne pas opposer laïcité au mot religieux. Et je prends ici devant vous la précaution de bien distinguer le religieux du mot croyance. Donc pas d'amalgame entre religieux et laïcité, au risque de détruire le lien social qui trouve sa source dans notre Constitution. Dans ce cas, on est dans un discours qui met en jeu le communautarisme, contraire à l'esprit de Constitution qui est de rassembler. Je reprendrai tout ça dans un moment et je vous parlerai également de notre système original qui est très fort depuis plus de 65 ans. Je vous parlerai de l'évolution de notre système de sécurité sociale. Lien social, y a-t-il fragilité? Donc j'évoquerai devant vous rapidement le travail, la sécurité sociale, la laïcité, la famille. En filigrane de tout cela, et en introduisant explicitement mon propos, quand on évoque les fragilités du lien social pris au sens global de la nation, on a comme seule et unique référence la Constitution de notre République. Je vais donc commencer par là. En fin de compte, j'ai besoin de mes lunettes. Merci quand même. La Constitution de notre République, héritière dans ses principes de ses 4 sœurs aînées, je relève à ce sujet que les apparences de ces fragilités soulèvent assez souvent polémique par l'énoncé même du préambule de la Constitution, ce qui, sur le fond, la caractérise des constitutions démocratiques occidentales, à savoir qu'elle interpelle, voire qu'elle engage les citoyens à leurs responsabilités morales, individuelles et collectives. Voici quelques extraits. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. À l'article 2, il est précisé « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » J'en ai terminé pour la citation de notre Constitution. Quand on relie ces principes au contexte du lien social et qu'on y cherche du sens, je ne peux m'empêcher de me plonger dans la lecture du chapitre 6 du pacte social, du fameux contrat social de Rousseau, quand il écrivait « Chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. » Dixit Rousseau, j'en aurais terminé. Avec Rousseau, ce soir. Un être humain est d'abord un être relié. Cette qualité l'oblige, dans le cadre des valeurs de notre République, à les respecter, s'il ne veut pas être suspecté d'entretenir quelque part ou à quelques moments les fragilités du lien social national. Les profonds bouleversements auxquels nous sommes confrontés et donc fragilisés, parce que le citoyen
il n'y aurait pas été préparé ou mal préparé par l'autorité publique, ces bouleversements peuvent aller jusqu'à atteindre les principes que je viens de rappeler, qui font loi, jusqu'à fragiliser la démocratie en détruisant les liens du vivre ensemble et du travail ensemble. Patrick Vivray, dans son dernier livre « La cause humaine », fait allusion à la déconnexion entre économique et éthique. Je vous cite un court passage. Je pense que vous connaissez tous Patrick Vivray, non? Je pourrais, tout à l'heure, dans le débat, à la fin de mon exposé, je vous donnerai les références de Patrick Vivray, qui est un philosophe. Et son dernier livre, c'est « La cause humaine, du bon usage de la fin du monde ». Si la déconnexion entre économie et éthique devient totale, si s'impose le modèle d'un individualisme compétitif qui ne limite ni la politique, ni l'éthique, ni la culture, alors le capitalisme est incapable d'organiser un ordre social. Le gouvernement en démocratie ne devrait-il pas être le guide pour préserver le lien social ? Tout dépend le sens que les citoyens et les élites réunis veulent bien donner à celui de la gouvernance. S'agissant du lien démocratique, celui-ci se vit tant dans les pratiques que dans les principes et dans la vérité. Après avoir cité Foucault, qui enseigne que le peuple, le prince, l'individu doivent jouer le jeu de la vérité, ils doivent eux-mêmes reconnaître que celui qui prend le risque de dire la vérité doit être écouté, Cynthia Fleury, dans son ouvrage intitulé « La fin du courage », paru en 2011, nous entraîne dans une critique sévère de la pratique démocratique du fait que le peuple semble ne plus bien comprendre que c'est par le lien démocratique et non pas par le simple pouvoir exécutif que se réalise la liberté et le lien qui les unit à la liberté. Je vous lis un court passage, là aussi je vous citerai qui est Cynthia Fleury, un court passage de son propos à ce sujet. Si nous assistons aujourd'hui à la domination écrasante du gouvernement et de l'économie sur une souveraineté populaire qui a été progressivement vidée de tout sens, c'est peut-être que les démocraties occidentales sont en train de payer le prix d'un héritage philosophique qu'elles avaient assumé sans bénéfice d'inventaire. Le malentendu qui consiste à concevoir le gouvernement comme simple pouvoir exécutif est l'une des erreurs les plus lourdes de conséquences dans l'histoire de la philosophie occidentale. Ce qui compte en démocratie, ce ne sont pas purement déclaratifs, mais le lien qu'ils revendiquent avec les pratiques démocratiques. Ce qui est principal, c'est ce lien, cette articulation entre dialectique, entre un monde des idées et un monde des pratiques. J'en ai fini avec, tout au moins pour ce passage, avec Cynthia Fleury. Alors, je vous dis quand même, parce que je vais avoir trop de choses à vous dire, Cynthia Fleury, c'est une philosophe, une psychologue, mais surtout une philosophe, qui actuellement commence à être pas mal écoutée et entendue dans le monde intellectuel. Et cet ouvrage est un petit ouvrage qui se lit très facilement. Cynthia Fleury, F-L-E-U-R-Y, La fin du courage, c'est dans le livre de poche. Il est paru l'année dernière, livre de poche de chez Fayard. Je vais vous parler maintenant du travail, lien social et fragilité. Le travail a été et demeure un lien social. Le travail, pour autant, a été et demeure un lien social très fragilisé. C'est un lien d'autorité et non pas un lien de liberté. Ce n'est pas, sauf quelques exceptions, dans le petit secteur du travail coopératif ou artisanal, dans le sens où je produis ce que j'ai pensé et je vends ce que moi-même je peux travailler,
un lien social qui se pratique et qui se vit dans la démocratie. Le travail, par contre, se vit généralement dans l'obligation de résultats qui résulte dans la grande majorité des vécus de décisions qui n'appartiennent pas à la masse de ceux qui exécutent. Et aujourd'hui, le cadre moyen est aussi un exécutant. En conséquence, le travail se vit comme étant une contrainte. L'obligation ne trouve pas son origine uniquement dans celle d'être obligé de travailler pour percevoir un salaire ou un revenu. La perception qu'on a de cette obligation dans notre société de compétitivité, notion commerciale autant que de production, qui ne date pas du jour dernier où un gouvernement de gauche intègre cette donnée dans ses références liées à sa propre ambition politique, la perception de cette obligation est mal vécue parce que les données fondamentales de la construction, je peux dire, de l'idéologie du travail, n'appartiennent pas à ceux qui réalisent le travail. D'où les fragilités du travail dans de nombreuses expressions, comme celle de la grève, le point culminant étant bien entendu le chômage. Le chômage qui dure et qui touche un plus grand nombre de personnes, y compris et surtout parmi les populations des jeunes, est vécu collectivement, y compris par ceux qui ne sont pas frappés par le chômage, comme un mal-vivre du travail lui-même, puisque l'existence de l'homme n'est plus en sécurité avec les conséquences matérielles qui en sont le résultat, mais aussi et peut-être et surtout parce que l'homme, perdant ce lien, ne peut plus satisfaire son besoin vital de reconnaissance, source de son identité. Jadis, l'exécutant, bien que non partie décisionnaire et encore moins propriétaire du bien, s'identifiait à l'entreprise. Il ressentait le lien avec son outil de production. Il vivait dans la continuité de son existence, y compris dans celle de ses enfants ou celle de ses parents. Bien que par nature tout lien soit éphémère, l'homme n'arrive pas à se passer de son affect. Il vivait en général son lien avec l'entreprise dans un lien de réelle affection. Il faisait grève, qui justifiait par sa volonté de justice, parce qu'il estimait que sa part qu'on lui donnait n'était pas suffisante. Mais sauf cas exceptionnel de mauvaises relations hiérarchiques, il reconnaissait le rôle indispensable du patron. Et généralement, il y avait une affection réciproque. Le patron aujourd'hui est devenu l'anonyme de la finance. On a beaucoup médit, certainement à juste titre, sur l'aspect du ressenti paternaliste de ce type de lien affectif que les syndicats opposaient à la lutte de classe. Malgré le taylorisme, qui jadis avait privé l'homme au travail de son intelligence, pour plus l'identifier à la machine. Dans les années 1950, le Bureau des temps élémentaires s'était donné comme mission de mesurer l'accoutumance en la définissant. L'accoutumance au travail, disait le Bureau des temps élémentaires, qui est, si vous voulez, alors je ne vous ai pas dit, mais petite parenthèse, je suis diplômé du CNAM, du psychologie du travail et d'ergonomie. Et effectivement, ce problème du travail par pièce m'a toujours posé des tas de réflexions. Et quand le Bureau des temps élémentaires disait ceci, et qui reste encore valable, l'accoutumance au travail et l'adaptation progressive à la tâche qui se fait grâce à la répétition des gestes qu'elle nécessite. Donc là, il n'y a plus d'intelligence en mouvement, n'est-ce pas ? Cette accoutumance persiste plus que jamais dans le travail bureaucratique. Mais il semble que le profil humain disparaisse au profit d'une structuration du travail dont les maîtres seraient les financiers anonymes, avec leurs serviteurs, sorte de nouveaux valets qu'on nomme les experts et les évaluations statistiques de l'opinion. Cynthia Fleury fait ce constat. Le grand territoire où disparaît le courage demeure bel et bien le monde du travail, si bien que ce dernier devient le lieu d'une évaluation politique de la démocratie. La capitulation au sein du monde du travail signe en effet une capitulation politique et sociétale plus globale. En marche vers de profonds changements,
l'homme pourrait exprimer son affect, s'organise aujourd'hui individuellement, plus que collectivement selon sa capacité de liberté, dans un autre espace, celui du temps libre. J'étais intervenu, pour ceux qui étaient là, si vous voulez, l'autre fois par rapport à ce que disait le précédent orateur sur ce problème du temps libre. Il s'organise donc par rapport à sa propre liberté sur celui du temps libre. Autre temps d'une époque, celle de 1936 et les 15 jours de congés payés, à propos desquels Léo Lagrange, qui fut en 1936 sous-secrétaire d'État dans le gouvernement Léon Blum, disait ceci, la culture populaire, les loisirs, il les définissait comme ceci: ils apprendraient aux individus d'abord et avant tout à sentir leur propre responsabilité. Je vais vous parler maintenant de la sécurité sociale, parce qu'il faut que je le fasse vite, je pense. Ça va? Oui. Il me reste combien de temps? Une demi-heure. Il me reste une demi-heure. Alors, s'il me reste une demi-heure, je vais quand même vous citer à propos du travail. Je ne vous passe pas tout de suite à la sécurité sociale, parce qu'il y a tout à fait des choses tout à fait intéressantes écrites par M. Jean Viard, Nouveau portrait de la France. C'est édité par l'édition L'Aube. Nous, c'est la société des modes de vie. C'est un petit bouquin qui se lit également relativement très facilement. Par rapport donc au temps libre, le travail qui petit à petit est remplacé dans la liberté de l'homme par le temps libre. On pourra en parler et échanger là-dessus tout à l'heure si vous le voulez. Alors je cite Jean Viard. En mesurant à 8 heures la journée de travail, à 5 jours la semaine de travail, à 5 semaines les congés payés, et en calant la retraite à 60 ou 62 ans, on a en fait délimité l'immensité du reliquat qui nous appartenait. On pourrait dire, je faisais le calcul tout à l'heure avant de venir, effectivement, il y a à peu près 82% de notre temps qui est considéré comme temps libre, y compris le temps de sommeil. Les 18% étant le temps de travail, par rapport à ce que définit Jean Viard par rapport au congé, l'âge de naissance et l'âge de vie. Moyen, c'est moyen. On pourrait dire, le travail a perdu la légitimité sur le reste. Et plus loin, il dit, le lien social se privatise au fur et à mesure que le temps se privatise, et que les normes et les valeurs inventées pour vivre ce temps libre réorganisent notre culture. Le lien social lie aujourd'hui des individus automisés, mobiles, acculturés à l'absence, en risque permanent, il est vrai, de solitude. Mais libre aussi, alors le lien social d'hier, celui du temps des manufactures et des pratiques collectives localisées, se défait, même s'il est encore partiellement vivace, en particulier pour la part de la société la plus fragile ou traditionnelle, y compris largement la société politique. Et je vous lis un dernier passage rapidement. Nous devons prendre acte de ce que nous sommes dans une nouvelle culture du temps où les liens sociaux comme les imaginaires collectifs sont de moins en moins construits d'abord dans le temps de travail. Les normes et les valeurs issues du temps libre sont devenues dominantes, influençant et la famille et le monde du travail. La sécurité sociale. Système du lien social par excellence, puisqu'il lie la sécurité individuelle à la solidarité de tous. On ne peut rien inventer de mieux dans un système productiviste et de consommation où la pensée du réalisme, entre guillemets, tend vers l'effondrement de l'utopie, source même d'espérance. Les résistants de Londres et des maquis dans la France occupée par l'armée allemande et l'idéologie nazie avaient réfléchi et jeté les bases de ce qui fut inscrit dans le programme de la résistance pour construire l'avenir du système social pour une société meilleure.
nous constatons que celle-ci peu à peu se déconstruit, sous l'influence d'une pensée qui se prétend libérale, alors que dans les faits, elle est littéralement coercitive. Les 3 axes majeurs du contenu essentiel de la sécurité sociale, vous les connaissez, je les rappelle quand même. L'assistance médicale ou les soins médicaux complétés par les caisses de la mutualité, le système de retraite de base complété par les caisses de retraite complémentaires et le système des allocations familiales qui interviennent dans le soutien aux familles. Ces 3 axes sont les bases d'une philosophie de la solidarité nationale. Elle voulait construire une pensée collective par laquelle le citoyen devait s'approprier le lien social. Et c'est ce qui a été fait, et tant bien que mal, a quand même duré. En déconstruisant ce système de justice sociale, on déconstruit l'esprit de solidarité nationale. Les auteurs de ce désastre s'abritent derrière des arguments économiques. À qui peut-on faire croire que dans la richesse d'aujourd'hui, collectivement, dans la richesse d'aujourd'hui, notre pays serait collectivement dans l'incapacité de maintenir un système de justice sociale qui a vu le jour alors que la France était en ruine. Je vois ressurgir aujourd'hui l'idée où dans la société, les individus mus par leurs intérêts et libres d'agir sont mis en concurrence et ainsi le résultat sera le meilleur possible dans le meilleur des mondes possibles. C'est ce qui est dit. Les auteurs de la sécurité sociale, qui avaient vécu de grandes souffrances au risque de leur vie, avaient un tout autre concept du lien social. Ils tiraient leur fondement qu'il y a quelque chose de sacré dans la personne humaine et que dès lors, chaque citoyen, chaque individu a des droits et que sa liberté personnelle, il ne peut la préserver qu'à la condition que sa participation soit égale à celle des autres dans la gestion des affaires communes. Les icônes démocratiques avaient su construire notre éthique collective, mais comme l'écrit Cynthia Fleury, que vaudrait une éthique du politique à jamais fixée par les anciens. Je me plais quand même, aujourd'hui où toutes ces bases de sécurité sociale dans les 3 domaines dont je viens de rappeler sont vraiment fragilisées, je me plais malgré tout de vous lire 2 ou 3 phrases de Daniel Meyer, dont vous citiez tout à l'heure, j'avais écrit la biographie, qui fut notamment ministre du Travail de novembre 1946 à octobre 1949, et qui, notamment, fut appelé à défendre l'application et la mise en route de ce système social devant les députés, et il a eu affaire à de sérieuses oppositions qui sont sur le plan de la pensée politique, de la réflexion politique, et là je ne parle pas de parti forcément, les mêmes que ceux qui aujourd'hui sont en train de déconstruire les bases mêmes de notre sécurité sociale. Alors, quelques phrases de Daniel Meyer que j'ai pris dans mon bouquin d'ailleurs. Ça sert à écrire des livres, comme ça on se sert soi-même. Oui. Il faut rappeler que c'est Pierre Leroc, L-A-R-O-Q-E, qui est à l'origine de la pensée du système de notre sécurité sociale. C'était un très grand fonctionnaire qui a démissionné de la préfecture de Lyon dès 1940, qui a rejoint le général de Gaulle. Et de Gaulle, lui, connaissant qu'il avait déjà eu des responsabilités au niveau ministériel, dans des cabinets ministériels, pour déjà réfléchir et faire évoluer ce qu'on appelait avant l'assistance sociale, les différentes caisses professionnelles, quand il y en avait, lui a confié, dès 1940, dès qu'il l'a rejoint, de réfléchir à ce que pourrait être la sécurité sociale en France, et que dans les années qui ont suivi la libération, il est devenu d'ailleurs le directeur général des caisses de sécurité sociale. Donc, c'est le ministre Croizat
qui a eu comme responsabilité le ministre du Travail de mettre en place le texte, les textes de loi, et c'est Daniel Meyer qui ensuite a eu commission de les faire passer devant l'Assemblée nationale. Voilà ce que disait Daniel Meyer dans un de ses discours devant les députés. La sécurité sociale, reposant sur une très large solidarité nationale, ne peut donc être regardée comme réalisée que si elle englobe sans distinction tous les éléments de la population, qui à l'époque n'était pas une évidence. Et ensuite, il dit ceci: tout industriel considère comme normal et nécessaire de prélever sur ses recettes les sommes indispensables à l'entretien de son matériel. La sécurité sociale, dans une très large mesure, représente l'ensemble du capital humain du pays, qui est aussi nécessaire aux industries que les machines de fer et les machines de bois. On s'exprimait comme ça dans les années 40-50. Les machines de fer et les machines de bois, c'est un ministre qui prononce ces mots. Imaginez un ministre aujourd'hui avoir ce discours. Mais chaque époque a ses mots et a ses manières de s'exprimer. Et ensuite, quelques réflexions, et j'en aurais terminé. Daniel Meyer, qui devait faire face à l'argumentaire, notamment des représentants patronaux, et qui disait « mais c'est pas possible, on ne pourra jamais payer toutes ces charges sociales ». Les adversaires de la sécurité sociale prétendent que le poids des charges, considérablement accru depuis 1938, grève les prix de revient d'une façon excessive. C'est le même discours qu'on entend. Je réponds que les charges sociales dont il s'agit font partie du revenu des travailleurs salariés, au même titre que les salaires. Elles font sans doute l'objet d'une séparation adaptée à des besoins particuliers, la maladie, la vieillesse, et à des charges particulières, les enfants, mais elles font partie intégrante et différée du salaire. Si les prestations sociales n'avaient pas été aussi fortes, il aurait été nécessaire d'accroître les salaires normaux d'une façon beaucoup plus importante qu'ils ne l'ont été. Et enfin, voilà ce que disait toujours Daniel Meyer, devant une opposition assez forte, ce n'est pas par un prélèvement sur les revenus antérieurement affectés à d'autres classes sociales qu'on a financé les augmentations de cotisations de sécurité sociale. C'est par une redistribution d'une part plus importante, non pas tellement du revenu national que le seul revenu salarial. C'est une redistribution des salaires, une notion qu'on a un petit peu actuellement passée à la trappe. Alors maintenant, je vais vous parler quelque peu de la laïcité. Dans le cadre qui m'a été fixé ici, c'est-à-dire, bien entendu, dans le cadre où on réfléchit sur les fragilités de notre époque. Montesquieu, lettre persane, lettre 44, Usbek à Redi, il écrivait à Venise ceci, Montesquieu. Il y a en France 3 sortes d'États: l'Église, l'épée et la robe. La Convention, en date du 21... Je passe des siècles, enfin je passe quelques années, pardon. La Convention, en date du 21 janvier 1792, fonde la Première République. Aujourd'hui, ainsi que je l'ai rappelé, la Constitution, dans son article 2, précise que la France est une république laïque et sociale. Le même article ajoute qu'elle respecte toutes les croyances. La laïcité est un principe constitutionnel. Je vous propose de considérer la laïcité comme faisant lien social. Ceci engage tous les citoyens et toutes les organisations et associations. La laïcité, en sa qualité de lien social, est-elle aujourd'hui fragilisée? J'aurais tendance à répondre par la négative. Personne ne remet en cause ce principe.
cette règle de conduite citoyenne admise comme l'une des valeurs de la République. La laïcité n'est pas fragile, mais elle continue à faire discussion. Et les malentendus, voire les désaccords, apparaissent. Dès lors que l'on tente de lui donner une définition accolée à un événement, ou simplement à un mot, à une phrase, de la part d'un laïc ou de la part d'un religieux. À ce moment-là, les antagonismes reviennent au galop pour rompre le lien social, ou plus précisément pour opposer deux communautés sous le ciel de notre République, celle de la laïcité et celle des religieux. Je prends la précaution de bien distinguer par rapport au mot laïcité le religieux du croyant. Sinon, dès qu'on aura un débat tout à l'heure, on va ne pas se comprendre. Les républicains de la Troisième République, de la fin du XIXe et du début du XXe, vous le savez, se sont opposés avec force au cléricalisme qui prétendait régler la vie publique. Les débats furent vifs, houleux. Ils aboutirent, vous le savez, à la loi du 9 décembre 1905. La France venait, pour tenter de ne pas mettre en péril des libertés dans une république encore fragile, d'inventer ce qu'on qualifia plus tard la laïcité à la française. J'ai entendu ces jours-ci une information. L'État prépare une charte de la laïcité qui sera remise aux enseignants pour rappeler à la jeunesse scolaire ce que sont les principes de la laïcité. Est-ce à dire que les liens sociaux de la laïcité seraient fragilisés ? Les enseignants seraient de plus en plus en difficulté pour répondre à des questions ouvertes des élèves relevant de leur mode de vie, de la religion, de l'histoire. Ces questions ouvertes faisant également l'objet de la mise en cause réciproque entre élèves, jusqu'à des querelles, des disputes. Si tel est le constat, je félicite ces jeunes, issus de cultures, de religions, de pays différents, de tordre le cou à certains tabous de la laïcité. J'y verrai alors le signe positif des jeunes venus d'ailleurs, eux ou leurs parents, ou leurs grands-parents, des jeunes venus d'ailleurs à la recherche d'un lien social pas encore bien visible dans leur vécu quotidien. L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 stipule « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » J'ai fini de citer. L'essentiel de la loi dite de séparation de l'Église de l'État était consacré explicitement à ce que l'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, ainsi qu'à régler les questions importantes relevant du patrimoine et donc des lieux d'exercice du culte. Mais ce n'est pas là mon propos. Cependant, je note qu'il n'était pas fait mention des mosquées. La France, à cette époque, avait fait main basse, selon des statuts différents, sur les 3 pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, de religion pourtant majoritairement musulmane. Mais la question du patrimoine musulman ne se posait pas, ni celle des imams, dans les affaires de l'État français. Et en ce début du développement industriel, on n'avait pas encore besoin de cette main-d'œuvre à bas prix. Ce n'est qu'à partir des années 1920, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, qu'on vit l'afflux de travailleurs maghrébins à la demande et sous le contrôle de l'État. La croyance religieuse relève de la sphère privée. De ce fait, l'État n'intervient pas dans la religion des citoyens. C'est bien cela que la laïcité agit comme un lien social. Ce lien doit encourager et aider à résoudre les difficultés qui peuvent naître de l'interprétation de cette règle. Le rapport du vivre ensemble de la religion et du politique est un défi de la démocratie.
la place importante prise par la représentation du peuple musulman, maintenant, et la place qu'il revendique pour la pratique de sa religion, au même titre que les autres religions importantes en France, oblige, me semble-t-il, pour préserver la paix sociale et pour assurer le lien social, oblige la République à ce qu'elle tienne compte de cette situation. Je dois dire qu'à la lumière de certaines positions émises au nom de la laïcité qui soulève les passions, je vois effectivement poindre, malgré tout, quelques fragilités. Je vous signale d'ailleurs, pour ce qui concerne ce problème de l'intervention du religieux dans notre époque, mais sur le plan de politique internationale, la lecture d'un livre tout à fait remarquable, un ouvrage de Georges Corne, qui est un grand spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient, qui est à la fois, mais qui fut aussi un responsable politique au Liban. Il est d'origine libanaise. Il s'appelle Georges Corne, C-O-R-M, et il a écrit pour une lecture profane des conflits sur le retour du religieux, entre guillemets, dans les conflits contemporains du Moyen-Orient. C'est édité par La Découverte, c'est vraiment un très bon bouquin qui remet les choses en place par rapport à tout ce qui est dit ou mal dit actuellement sur tous les conflits qui existent dans cette région du monde. Mais qui a un lien indirect malgré tout, avec ce qui se passe en France, heureusement sans les armes, sans les canons. Eh bien, je vais terminer, avant qu'on ouvre le débat, sur la famille. La famille peut-elle être considérée comme un lien social ? La famille se présente en Occident comme étant un lien privé de la société, ce qui ne l'empêche pas, précisément par cette qualité, de se retrouver dans de nombreuses associations susceptibles de bénéficier de subventions publiques et toujours à ce qualité d'être représentée, donc reconnue, et de siéger dans des organismes publics. Elle est reconnue en droit public avec son code juridique. Pour être bref, je simplifie là mon propos en disant qu'il s'agit d'une entité qui fait lien. Il y a alliance de droit ou de fait qui a ses complexités et dont le législateur, au fil du temps et en fonction de l'évolution de la société civile, lui attribue différentes représentations. L'influence et le poids que représente la famille dans la société m'amènent à considérer objectivement qu'elle est bien un lien social. Est-elle fragilisée ? Il faudrait s'entendre sur la définition du mot famille, ce qu'elle représente aujourd'hui. Le poids de l'histoire, de notre histoire, ancrée dans la culture chrétienne, a fortement façonné la constitution et la conduite de ce que devait être la famille, ce qui produit encore aujourd'hui la représentation qu'on a de la famille et du sens dont elle est porteuse. À ce sujet, je dois dire qu'on peut percevoir un certain sens commun de la famille entre le religieux et le pouvoir public qui, lui, parle au nom de la laïcité. Lorsque j'étais maire et que je célébrais une union, le sens des mots que je lisais, extraits du Code du mariage, avait un sens moral, proche, pour ne pas dire quasi identique, à celui du prêtre qui célébrait également le mariage, abstraction faite évidemment des rites et des prières. Mais le sens moral est le même. On peut parler toujours au présent. Tout au moins pour ceux qui se marient. La famille, jusqu'à il y a encore 35-40 ans, avait d'autant plus un réel sens du lien social qu'elle était un des piliers forts de la stabilité de la société. La famille du vivant de ceux qui avaient fait alliance devait rester immuable parce qu'elle était conforme à l'état même de la société qui elle-même devait rester immuable. Et je mets dans cette remarque aucune connotation de croyance religieuse. Les laïcs, à de rares exceptions, ont autant préservé que les prêtres la stabilité de la famille.
assez souvent d'ailleurs pour des motifs d'ordre économique, y compris dans les familles modestes. La question de l'héritage, par exemple, mais il y aura de nombreux exemples, a été légiférée par les députés, donc par les laïcs. Chacun sait bien cela, c'est un fait objectif. Je m'arrêterai ici sur cet aspect, on pourra y revenir, si vous voulez, dans le débat. Donc, la famille faisait lien social majeur, et on peut rapidement dire que du point de vue de la société, elle n'avait pas le droit d'être fragile. Qu'en est-il aujourd'hui? Le lien existe-t-il encore et la famille est-elle fragile? Il y a toujours alliance. Simplement, et ce n'est pas mince, on reconnaît maintenant plusieurs formes à l'alliance, jusqu'à ce qui découle du simple fait. Je veux dire que celle-ci n'est pas toujours reconnue par les pouvoirs publics en ce qui concerne les attributions sociales. Mais le couple de fait ainsi formé n'est plus rejeté, ni par le restant de la famille, sauf cas exception, ni par les voisins, ni par l'employeur. Le divorce également est admis. Le législateur l'a même facilité en simplifiant les formalités et en réduisant les délais d'instruction, au moins quand il y a consentement mutuel. Les couples se défont ailleurs, plutôt se défont et se refont ailleurs, pardon. Et tout cela avec des enfants au niveau des nouveaux couples formés, et qui en fait augmente le nombre d'enfants pour chaque individu adulte à élever et à éduquer. On élève les propres nôtres biologiquement, mais on élève aussi ceux qui ne sont pas biologiques. Et ainsi de suite. Mon propos ne porte pas sur les difficultés matérielles et morales qui s'en suivent. Ce n'est pas mon sujet, mais elles existent, c'est sûr. La société est en pleine mutation, sans qu'elle connaisse aujourd'hui son point d'arrivée. Ce que je constate, c'est qu'il faut du temps à la société pour y concourir, car globalement, cette entité qui fait lien, le lien de la famille, évolue, elle, relativement rapidement. Nous sommes en présence d'une forte pression de la société civile sur les pouvoirs publics. Cela a commencé avec le droit à l'avortement dans les années 70, puis le Pax, je rappelle que le Pax, on oublie ce que ça voulait dire, Pax civil de solidarité. Et aujourd'hui, ce sont les homosexuels, avec l'objectif du mariage pour tous et la procréation médicalement assistée, qui est défendue par une grande part de la société civile. Elisabeth Rodinesco, dans son livre paru en 2002, qui s'intitulait « La famille en désordre », chez Plomb, écrivait « Le grand désir de normativité des anciennes minorités persécutées sème le trouble dans la société. Chacun redoute en effet qu'il ne soit rien d'autre que le signe d'une décadence des valeurs traditionnelles de la famille, de l'école, de la nation, de la patrie. En conséquence, ce n'est plus la contestation du modèle familial qui dérange les conservateurs de tous bords. C'est au contraire la volonté de s'y soumettre. » Fin de citation. Je terminerai sur cette citation de Rodinesco pour qu'on puisse ouvrir le débat. Mais je constate que l'évolution du concept de famille fait rupture, mais pour autant, cette évolution étant en cours, je considère que, quelle que soit sa forme, elle fait lien social. La famille existe bien. Et si la rupture engendre des troubles au niveau individuel, je ne perçois pas, à terme, une fragilité sociale, à la condition que la société sache rompre avec le conservatisme. Et je finis en citant l'anthropologue Maurice Godelier, qui, dans Le Monde du 18-19 novembre 2012, disait ceci : « L'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage. Aucune des sociétés qui ont accepté ces évolutions ne s'est effondrée. » Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition. Bien, mais écoutez, moi je
je ne peux que me réjouir de l'étendue du champ du lien social, de voir que finalement vous avez répondu sur des préoccupations qui sont les nôtres, soit en ce qui concerne la solidarité sociale, soit en ce qui concerne la famille. Et donc, vous ouvrez le débat avec beaucoup d'équilibre, et je vous en remercie. Je pense qu'effectivement, les éléments que vous avez adoptés sur le lien social sont très actuels et ne peuvent que susciter effectivement la discussion. Alors la parole est à la salle. Qui voudrait prendre la parole pour poser des questions ?